Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vos vacances se passent bien. Et pour ceux qui ont repris le travail, dommage. Bien évidemment, on souhaite du courage à tous ceux qui rentrent de vacances et qui ont déjà pris le travail. Voici la partie 2 du vlog de Nîmes. Donc je vous laisse profiter de cette deuxième partie. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez la liker ou vous abonner à la chaîne. Ça fait super plaisir, ça soutient la chaîne et en plus c'est gratuit. Donc je vous laisse là où on s'était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire qu'on allait visiter au jardin des fontaines, le jardin de la fontaine, les jardins de la fontaine, je m'en rappelle plus. Donc vous allez voir ça en vidéo tout de suite. Allez, bon visionnage! Nous voici de retour au pied de la Tourmagne pour visiter les jardins de la Fontaine. Ce parc est super agréable, écoutez juste le calme, un petit ASMR de parc, ça veut rien dire. Situés sur une colline en plein cœur de la ville, les jardins de la Fontaine ont été créés sur un magnifique site historique et naturel de 15 hectares. Premier jardin public européen, il se compose de deux architectures paysagères. Un jardin classique du XVIIIe siècle et un jardin méditerranéen de style paysager. Sa création débute en 1745, à la demande du roi de France, Louis XV. Sa création débute en 1745. À la demande du roi de France, Louis XV, Jacques-Philippe Maréchal, l'ingénieur du roi, en est le concepteur. L'ambition de Maréchal est de mettre en scène la source et les vestiges antiques découverts dans une composition inspirée des jardins à la française. Avec ses allées symétriques, ses alignements d'arbres, l'ensemble enrichi de balustres, vases, bancs, au centre la sculpture allégorique représentant Nîmes. Début 19e, Augustin Cavalier, maire de Nîmes, met en œuvre l'aménagement de la colline et lui donne son nom. Une végétalisation est effectuée à partir de différentes essences, telles que le pin d'Alep, le chêne vert, le cyprès, etc. Des cheminements sont réalisés permettant aux promeneurs de découvrir différentes mises en scène, comme la grotte de style rocailleux, et au bout de ces sentiers, un monument remarquable domine le jardin, la fameuse Tourmagne. Depuis, de nombreux espaces ont été créés permettant d'enrichir ce lieu, tels que le jardin de rocailles, savant mélange de rochers et de plantes méditerranéennes, le jardin montgolfier avec ses plantes aquatiques, ou encore le jardin de Mazet. Ce jardin, il est vraiment idéal pour se promener dans Nîmes ou pour monter jusqu'à la Tourmagne, donc je vous le conseille. Tout en bas des jardins, on a un monument très romantique mais aussi très énigmatique de Nîmes, certainement associé au sanctuaire impérial, que l'on appelle le temple de Diane. Ces couloirs latéraux menant autrefois à un niveau supérieur, ces différentes voûtes de couvrement, les niches de sa grande salle ne correspondent pas aux éléments constructifs typiques des temples gréco-romains. Et donc l'origine de son appellation est également mystérieuse. Vers 1570, l'architecte vénitien Palladio, lors de son séjour à Nîmes, en fit de multiples croquis avant qu'un incendie ne donne son apparence actuelle au temple de Diane. Et après cette longue balade dans les jardins, il était grand temps d'aller manger. Et je me suis arrêté à un endroit qui s'appelle la Pause d'Auguste. Là-bas, j'ai mangé un bagel veggie, donc légumes, pesto et fromage de chèvre, avec un carrot cake super bon, et j'ai pris une glace. Là-bas, il propose de nombreux sandwichs, des bagels, mais aussi des hot dogs, des glaces, et aussi des boissons fait maison. Et après s'être bien rempli la panse, il est temps de visiter la maison carrée. Bien qu'elle soit de forme rectangulaire, la maison carrée porte ce nom depuis le XVIe siècle. À cette époque, un rectangle était désigné sous le nom de carré long. La maison carrée constitue sans doute le temple romain le mieux conservé au monde. Érigé dans les premières années du 1er siècle, cet édifice est dédié au culte de la famille impériale. Inspiré par les temples d'Apollon et de Mars à Rome, la maison carrée impressionne par l'harmonie de ses proportions et la majesté qui se dégage de ce monument exceptionnel. En face, on aperçoit le carré d'art, qui est aussi la bibliothèque et le musée d'art contemporain de la ville. Alors je vous arrête tout de suite,
Je l'ai pas visité, je marche depuis le début de la journée, il fait 40 degrés, j'en peux plus. J'avais qu'une seule envie, c'était de rentrer à l'appartement. Voilà, c'est tout ce que vous aurez. Revenons à nos moutons. À l'époque romaine, il est situé au sud du forum, un vaste espace public qui constitue le cœur de la cité. Sur toute la partie sud du forum est aménagée une plateforme surélevée par rapport au niveau de la place, dont quelques éléments sont encore visibles de part et d'autre de l'escalier du temple. Sur la plateforme, un grand autel de pierre, aujourd'hui disparu, servait aux cérémonies de culte. Comme tous les temples romains, l'édifice repose sur un podium. Haut de 2,65 mètres, il met le temple en valeur. Les pierres utilisées proviennent de plusieurs carrières situées aux environs de la ville. Ce calcaire blanc très dense, d'une qualité proche du marbre, permet de réaliser des sculptures d'une grande finesse. La toiture du pronaos est soutenue par 10 colonnes, dont 6 en façade. Haute de 9 mètres, ces colonnes d'ordre corinthien sont couronnées par des chapiteaux ornés d'une double rangée de feuilles d'acanthe. Au-dessus des chapiteaux, l'entablement est orné d'une frise de rinceaux directement inspirée de modèles réalisés à Rome à la même époque. En revanche, contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'intérieur du temple ne compte qu'une seule pièce. À l'intérieur, on peut y voir des maquettes et des descriptions de l'histoire de ce monument. Et après avoir vécu toutes ces aventures, il est temps de rentrer. Et comme à son habitude, Marcel m'attend dans le hall de l'immeuble. Coucou mon pote. Oui, je lui ai donné un petit nom. Finalement, je fais pas ce voyage tout seul. Oula, c'est gênant là. Après ces 2 jours à Nîmes, faisons une petite introspection et un mi-bilan. Je commence seulement à comprendre un petit peu ce qui m'a poussé à voyager. Parce que finalement, prendre la décision de voyager seul, c'est quand même un petit peu libératoire. Mais ça te pousse un peu dans ta zone de confort. Alors que normalement, quand tu voyages, c'est plutôt l'inverse. Les vacances, c'est justement censé être la zone de confort par excellence. Alors pourquoi avoir eu cette idée en tête, Geoffrey, de partir seul? Bizarre le mec. Eh bien, je pense avoir trouvé un semblant de solution. Parce que en voyageant seul, on peut développer de nouvelles facettes de nous-mêmes et un nouveau confort. C'est d'être à l'aise avec soi-même et ses pensées. Parce que le fait de voyager seul va te permettre d'être moins distrait. Et donc de penser à toi-même, à tes angoisses. Parce que quand on y pense, pourquoi les hommes ils aiment pas la solitude? C'est parce qu'ils vont se retrouver avec leurs pensées, leurs angoisses. Généralement, on pense au temps qui passe, à la mort. Waouh. Oh putain. C'est censé être un vlog joyeux. Et là, tout le monde va se pendre après cette vidéo. Ce que je veux dire, c'est que c'est, je pense, un bon exercice de partie seul pour pouvoir se retrouver avec ses pensées. Même si je trouve que là, dans ce voyage, le vrai problème, c'est qu'en fait, je suis tout le temps distrait. Je fais plein de trucs. Je vais voir des musées, je vais par-ci, je vais dans un jardin, je vais visiter ça, je vais manger là-bas. Et au final, je m'ennuie jamais. Donc je suis pas vraiment tout le temps avec mes pensées. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai toujours cette petite voix dans ma tête. Je sais qu'il y a des gens qui ne l'ont pas. Moi, je l'ai tout le temps. Je n'arrête pas de penser. Et c'est vrai que là, en tout cas sur ce bilan des 2 jours, j'ai pas eu beaucoup ces pensées-là. Parce que la journée, je sortais, je visitais plein de trucs, je voyais des choses nouvelles. Et le soir, je montais la vidéo. Donc, j'avais pas trop le temps pour ça. Mais finalement, en commençant à monter la vidéo, et cette deuxième partie justement, c'est là où j'ai commencé à comprendre pourquoi je voulais voyager seul. C'est surtout parce que aussi j'avais ce besoin de liberté. Je vais me créer une nouvelle zone de confort. C'est vrai que j'aime mon quotidien parce qu'il m'apporte une sorte de confort que j'ai parce qu'on fait souvent la même chose, etc. Mais parfois, de temps en temps, on sort un peu de notre zone de confort, de notre quotidien. Et du coup, c'est cool parce qu'on va découvrir de nouvelles choses et on va s'habituer à quelque chose qu'on faisait pas du tout avant et créer du coup un nouveau confort. C'est ce que j'ai commencé à faire dans ce voyage. Au bout du 2e jour, mon 2e, 3e jour, j'avais vraiment l'impression d'avoir créé une petite routine quoi. Je savais où j'allais au bout du 3e, 2e, 3e jour. Je savais où était la reine. Du coup, j'arrivais à me situer. Du coup, j'allais à la boulangerie. Je savais déjà un petit peu comment je pouvais vivre dans le quartier. Et je recrée une sorte de confort ailleurs que dans ma vraie zone de confort qui est à Lyon. Salut toi. Et on se retrouve pour une nouvelle journée où on va visiter un parcours street art qui se situe sur les murs des quartiers Gambetta et Richelieu avec un petit parcours, enfin un assez long parcours. Il y a énormément de fresques et d'œuvres street art. Donc si vous n'aimez pas marcher, ne le faites pas.
Alors ces fresques, elles sont l'initiative d'une association qui s'appelle Le Spot, qui permet de faire vivre la liberté des artistes dans des projets différents, comme l'exposition L'Expo de Ouf. C'est en fait la création imprévue de passionnés qui souhaitaient apporter de la couleur dans leur ville et leur quartier, tout en mettant en avant l'émergence artistique et les différents univers graphiques possibles en espace public. Cette manifestation qui marque la rentrée de septembre pour les Nîmois devient un rendez-vous assez incontournable avec plus de 130 fresques réalisées en 10 ans. Une exposition à ciel ouvert et entièrement gratuite, disponible tout le long de l'année, seule ou en mode street art tour. Mais l'expo de ouf, c'est pas que ça, c'est aussi une exposition collective qui réunit une trentaine d'artistes dans la galerie du Spot et une programmation riche de performances décalées, de concerts, de spectacles de rue et d'ateliers de médiation afin de créer du lien social et culturel. C'est surtout des instants de partage qui regroupent des passionnés, des bénévoles, des artistes publics et aussi les habitants du quartier. L'œuvre que j'ai le plus appréciée, c'est vraiment celle d'un immeuble tout entier avec différentes habitations qui sont colorées avec des jaunes, des oranges et des bleus très très forts, très très vifs. Et à côté, on a un escalier avec énormément de graffitis sur les murs. C'est assez impressionnant et en plus de ça, je trouve que ça donne un aspect très unique au bâtiment. Donc les habitants doivent être assez contents d'avoir cette espèce d'œuvre d'art sur leur lieu d'habitation. Et après avoir passé une grande partie de la matinée à visiter toutes ces œuvres street art, l'après-midi j'ai fait le musée de la Romanité. Ce musée, c'est l'un des plus grands projets architecturaux contemporains en France. Donc Jean-Paul Fournier, le maire de Nîmes, il est à l'origine de cette initiative qui fait suite à la découverte de mosaïques d'une grande rareté lors de fouilles sur les allées Jaurès. Ce musée sera donc l'or écrin, ainsi que celui de 5000 œuvres sur 25 000 pièces que comprend le musée archéologique. Il a été créé par l'architecte Elisabeth de Portzamparc. Il est conçu autour d'un projet scientifique et culturel, exigeant et aura pour mission d'expliquer le riche patrimoine antique de la ville, de le comprendre et de le transmettre. Enveloppé dans sa façade ondulée de verre translucide rappelant une mosaïque, ce nouveau grand musée archéologique de 9200 mètres carrés, qui fait face aux arènes de Nîmes, invite le visiteur à vivre une expérience unique pour un voyage dans le temps au fil de l'histoire de Nîmes, du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Moyen-Âge, à travers une muséographie très innovante et une scénographie immersive grâce à de la réalité augmentée ou des technologies audiovisuelles assez monumentales. Le musée accueille en grande partie une exposition permanente avec une époque pré-romaine, donc qui est du 7e siècle avant Jésus-Christ au 1er siècle avant Jésus-Christ, une période romaine qui va donc du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, puis une période médiévale du 5e au 15e siècle après Jésus-Christ. Mais il accueille aussi des expositions temporaires, comme en ce moment sur Achille et la guerre de Troie, qui est disponible jusqu'au 5 janvier 2025. Tout en haut du musée se trouve aussi un restaurant et une terrasse végétalisée, offrant un point de vue panoramique unique à 360 degrés sur la ville de Nîmes et un nouveau point de vue sur les arènes. Le musée est assez récent car son inauguration s'est faite en juin 2018. T'as cru que j'allais te faire rentrer là? Je suis rentré et j'ai demandé à internet où est-ce que je pouvais manger. Je suis allé chez Francine. Francine? Je sais pas. Faut pas me demander, c'est internet qui m'a dit d'aller là-bas. C'était l'une des meilleures pâtisseries de Nîmes. Du coup je me suis dit on va goûter. Alors j'ai pris 2 trucs. Je me rappelle plus du nom du truc. Il y en a un, c'est avec un craquant, noix de pécan. Donc ça a l'air très bon, hein. Et je me rappelle plus à quoi c'est. Donc du coup, en fait, ça vous aide pas. Mais on va quand même goûter. J'ai déjà en mangé un. Et l'autre, je vais manger peut-être ce soir ou demain. On va manger celui-là, là, l'effet crumble, là. Parce que lui, je crois que c'est un espèce de crumble.
Ah, dedans, il y a une espèce de... Il y a un truc aux fruits rouges. Ça doit être un crumble au... Ah oui, il y a de la pistache. Avec des fruits rouges. C'est bon. Rhubarbe. Je me rappelle. C'est un crumble, rhubarbe, avec un croquant. Aux amandes. Ça y est. Mais c'est très bon. Internet ne ment pas. C'est une bonne pâtisserie. Bon, on parlait de quoi déjà? Ah oui, le fait de se recréer un nouveau confort dans une ville que tu ne connais pas du tout. Et ça, c'est assez jouissif, parce que tu te rends compte qu'on arrive, enfin l'être humain, ou alors c'est peut-être que lié à moi, mais je pense que l'être humain arrive facilement à s'adapter en fait à son environnement. Et les voyages, je trouve que c'est un super bon exercice pour ça, mais aussi pour retrouver cette liberté. Parce que quand tu voyages seul, bah, t'as pas tes amis ou d'autres choses pour te divertir ou penser à autre chose que tes pensées. Et tu te rends vite compte que c'est génial parce que t'es indépendant. T'es indépendant de tout. T'as aucun compte à rendre à personne, aucun compromis. En fait, t'es libre de faire ce que tu veux dans ton emploi du temps. Alors que si tu partais en vacances par exemple avec des amis ou de la famille, bah il y en aurait un qui aurait pas envie d'aller au musée, ou moi j'aimerais bien faire ce resto, ou est-ce qu'on peut faire plutôt ça? Ah non, moi j'ai pas envie de faire ça. Alors que là, t'as un total libre arbitre, tu fais ce que tu veux, à l'heure que tu veux. Et ça c'est trop bien. Mais le voyage n'est pas terminé. Et finalement, le bilan final, je pense que ça sera de refaire un autre voyage, mais où cette fois-ci, je m'ennuierai pour pouvoir enfin être à l'aise avec moi-même et mes pensées. Ce que je pense que je ne fais pas beaucoup dans ce voyage. Mais c'est quand même fun, et ça m'a donné envie de refaire d'autres voyages, un peu partout en France. Mais je sais que la prochaine fois, ou en tout cas, si je veux vraiment m'immerger à fond dans cette idée de solitude, c'est qu'il faudrait vraiment que j'aille dans un trou paumé où il n'y a rien, il n'y a aucune distraction, et où j'ai même pas peut-être mon téléphone, ou je sais pas, où je serais vraiment dans la nature, j'en sais rien. Mais je pense que là, ce serait vraiment bien de faire une expérience comme ça, où là au moins je serai seul avec mes pensées, et là ce sera, je pense, plus difficile. Déjà de un, pour réapprendre à mon cerveau à l'ennui, pour pouvoir un peu délaisser les choses un peu superficielles. Aujourd'hui, on est vachement distrait par plein de choses. C'est, je pense, là l'objectif des prochains voyages, en tout cas d'un voyage en particulier où je traiterai encore plus la solitude en profondeur. Mais pour le moment, on va continuer à voyager. Donc à demain. Pour cette dernière journée, allons visiter le musée d'histoire naturelle. Inauguré en 1895, le musée de Nîmes se classe au 6e rang national pour la richesse de ses collections. Installé autour d'un cloître et d'une chapelle classée du XVIIe siècle, il conserve des milliers de pièces dans tous les domaines des sciences de la nature et certains secteurs des sciences de l'homme. Dans l'attente d'une rénovation, 4 thématiques sont présentées au public. La préhistoire locale, la géologie du sud de la France, l'ethnographie à l'aune des années 30 et la zoologie. Oh, tiens, ma sœur. Chaque année, une nouvelle exposition temporaire a lieu dans la galerie Jules Salle, adjacente au muséum, et permet d'aborder des questions scientifiques d'actualité s'appuyant sur les riches collections du musée. Et enfin, on visite un dernier musée qui est le musée des Beaux-Arts. Seconde collection du Languedoc-Roussillon, le musée des Beaux-Arts présente des peintures françaises, flamandes, hollandaises et italiennes. Parmi ces 3600 œuvres, on notera une collection d'art italien des 16e et 17e siècles, et un très bel ensemble d'art français du 19e siècle. Au rez-de-chaussée, une grande mosaïque romaine qui s'appelle les Noces d'Admet occupe la partie centrale de l'atrium. Elle fut découverte au 19e siècle à l'emplacement des Halles. 2 statues monumentales d'Henri Bouchard encadrent l'escalier d'accès de ce superbe musée construit en 1907, puis réaménagé et mis en valeur en 1987 par l'architecte Jean-Michel Villemotte. Il est maintenant temps de partir et de rentrer à Lyon. Ce voyage m'a fait du bien. J'ai pu découvrir un nouveau lieu et j'ai été content de voir que partir seul, c'était cool. J'avais un peu d'appréhension au début, mais elle s'est très vite dissipée lorsque je suis arrivé à Nîmes. Et ce voyage m'a donné envie d'en faire d'autres,
car j'aime ce sentiment de liberté de choisir ce que tu veux faire durant ce voyage, de voir une nouvelle architecture, une nouvelle histoire et des nouveaux souvenirs plein la tête. J'espère que vous avez voyagé avec moi en regardant ces 2 vidéos, qu'elles vous ont donné envie de découvrir Nîmes ou de vous lancer dans des petits voyages à travers la France. Quand on pense au voyage, on pense souvent à l'étranger alors qu'il y a tellement à découvrir dans notre pays. Je vais aussi me fixer un nouvel objectif, celui d'aller voyager peut-être dans un endroit beaucoup plus isolé où je pourrais vraiment me retrouver avec moi-même et mes propres pensées et éviter toute l'agitation de la ville. Je pense que je referai une nouvelle vidéo sur ce sujet pour vraiment clôturer cette expérience avec l'idée de la solitude. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié ce voyage. Alors vivement le prochain voyage et vivement la prochaine aventure.